Imaginez un projet vraiment titanesque. Réécrire l'histoire de tout un continent. Mais cette fois, vue de l'intérieur, racontée par des Africains eux-mêmes. C'est un peu l'ambition folle derrière l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Oui, une entreprise colossale, lancée il y a des décennies déjà. Et aujourd'hui, on se plonge dans le premier volume, celui qui nous emmène vraiment aux origines. Comment on fait, concrètement, pour éclairer une préhistoire aussi lointaine? C'est toute la question. Quelle méthode on utilise et surtout, qu'est-ce que ça change? Quelle découverte ça apporte? Exactement. Et pour ça, notre base, c'est ce fameux premier volume. C'est le fruit d'années de recherche vraiment intensives. Sur le terrain, j'imagine. Et dans les archives aussi. Oui, les deux. Un travail mené par une équipe internationale, et c'est important, où les chercheurs africains ont joué un rôle central. C'est ça qui est nouveau aussi. D'accord. C'est un travail qui a brassé énormément de données alors? Ah oui, une quantité phénoménale. C'est vraiment fondamental comme ouvrage. Alors, notre mission, si on peut dire, pour cette exploration, c'est de comprendre un peu les défis particuliers de cette histoire africaine très ancienne. Voilà, et découvrir comment les chercheurs ont réussi à faire parler des pierres, des traditions, des échos du passé. Et saisir quelques-unes des révélations les plus marquantes, peut-être, sur cette préhistoire. C'est ça, on va essayer de faire une analyse en profondeur. Alors, c'est parti. Vous disiez, un des points clés au départ, c'était de corriger des idées reçues, souvent héritées d'une vision très européenne, c'est ça? Oui, tout à fait. Par exemple, cette idée tenace du Sahara comme une barrière. Quelque chose d'infranchissable qui aurait coupé l'Afrique en deux. Alors que ce n'est pas le cas? Non, les recherches montrent tout le contraire. Ce travail collectif, justement, il démontre que le Sahara a toujours été un espace de circulation, d'échange, très intense et constant entre le nord et le sud. Il fallait donc changer de perspective, voir les choses de l'intérieur, comme le dit le livre. C'était crucial, oui, pour saisir l'unité profonde du continent, ses interconnexions, malgré son immense diversité, bien sûr. Et pour un défi pareil, une seule discipline, ça ne pouvait pas suffire, j'imagine. Ah non, impossible. L'interdisciplinarité, ce n'était même pas une option, c'était une nécessité absolue. Pourquoi donc? Parce que l'histoire africaine ancienne, c'est un puzzle tellement complexe. Les sources sont si diverses, parfois si rares, si ténues. Aucun spécialiste, tout seul dans son coin, ne pouvait espérer avoir une vue d'ensemble. Il fallait donc faire travailler ensemble? Qui? Des archéologues, évidemment, Oui, bien sûr. mais aussi des linguistes pour traquer l'histoire des mots qui nous renseignent sur l'histoire des peuples, des anthropologues pour comprendre les sociétés. Des historiens de l'art, peut-être, pour les images. Tout à fait. Des spécialistes de la tradition orale pour écouter ces mémoires vivantes. Et même des géologues, des paléobotanistes pour reconstituer les paysages d'autrefois. Une vraie intelligence collective. On imagine l'ampleur du travail rien que pour rassembler toutes ces pièces du puzzle. C'était immense. Une phase absolument cruciale, ça a été cette collecte. Quasi exhaustive, on a essayé. Ça veut dire aller sur le terrain. Oui, aller enregistrer les traditions orales auprès de ceux qui les détiennent encore, mais aussi dénicher des manuscrits oubliés, inédits, souvent en arabe mais pas seulement. Ah, il y avait d'autres écritures? Oui, dans des langues africaines elles-mêmes, mais en utilisant l'écriture adjami, c'est-à-dire l'alphabet arabe adapté pour écrire le Hausa, le Peul, le Swahili, un patrimoine écrit souvent méconnu. Fascinant. Et puis les archives classiques, j'imagine. Oui, bien sûr. Un gros travail d'inventaire dans les archives, parfois dispersées un peu partout, y compris en Europe. Et parmi toutes ces sources, il y en a une qui semble particulièrement importante en Afrique. Hmm. La tradition orale. Ah oui, elle a un poids énorme. C'est une source qui fascine souvent, vue de l'extérieur, mais qui interroge aussi parfois. Et pourtant, le livre insiste. C'est une source historique, vivante, dynamique. Irremplaçable, oui. Pour beaucoup de régions, pour beaucoup de périodes, il faut vraiment dépasser cette idée que ce ne sont que des mythes, des légendes. Vous avez un exemple concret? Prenez l'épopée de Damonzon, du royaume Bambara de Ségou. C'est plein de détails très très concrets. On décrit les sandales en cuir des soldats, les pirogues immenses pour 60 hommes, les techniques de siège. Ça donne une image très vivante de l'époque. Exactement, ce sont des instantanés de la vie matérielle, de la vie sociale. Et ça transmet aussi des valeurs, des règles. Je pense à cette citation dans le livre. « Il m'est interdit de tuer des messagers ». Ça sonne presque comme du droit international avant l'heure. C'est très fort, oui. C'est un témoignage direct d'une éthique, d'une forme de diplomatie précoloniale. Bien sûr, il faut l'analyser avec précaution, comme toute source.
Évidemment, une analyse critique est indispensable. Comprendre les codes du genre, une épopée, ce n'est pas un rapport administratif. Repérer les formules, les stéréotypes. Mais on peut vérifier sa fiabilité. Oui, il y a des méthodes. Par exemple, quand des récits qui viennent de groupes ennemis, disons les griots Bambara et les griots Peul, se recoupent sur certains points, eh bien c'est un signe de véracité assez fort. D'accord. Et surtout, la tradition orale, elle révèle souvent des logiques internes, des motivations propres aux sociétés africaines, ce qu'on appelle les facteurs endogènes. Des choses que les sources écrites externes, comme les récits des navigateurs européens, ignoraient totalement. Comme ce Pache Pereira sur le delta du Niger, cité dans l'ouvrage. Voilà. Lui, il voit les choses de l'extérieur, il ne comprend pas forcément les dynamiques locales. Et il y avait même des traditions secrètes. Pas pour tout le monde. Oui, c'est un aspect passionnant, des savoirs ésotériques, réservés. Au Rwanda, par exemple, les rituels de la royauté sacrée étaient connus par différents groupes de spécialistes, les Abiru. Et chaque groupe n'avait qu'une partie du savoir. C'est ça. La connaissance complète était collective, partagée entre eux. Ça montre à quel point cette transmission orale pouvait être hyper structurée et même hiérarchisée. C'est fou. Et à côté de ces voix, il y a les objets, l'archéologie, ce que racontent les outils, les poteries. Oui, ça apporte la dimension matérielle, tangible. Mais attention, ça aussi, il faut le décoder. C'est là qu'intervient l'archéométrie, les sciences dures appliquées à l'archéo. Exactement. C'est un outil très puissant. Ça permet d'aller au-delà de ce qu'on voit à l'œil nu. Par exemple, analyser la composition chimique d'un métal. Pour savoir si c'est du cuivre ou du bronze. Voilà. Et ce n'est pas juste un détail technique. Savoir si une société maîtrisait le bronze, cet alliage de cuivre et d'étain, ça peut indiquer une étape technologique, culturelle importante. Et ça permet même de repérer les faux. Oui. Les objets anciens ont souvent des impuretés caractéristiques, des signatures chimiques qui manquent dans les copies modernes. Et on peut savoir d'où venaient les matériaux. Retracer des routes commerciales anciennes, Tout à fait. C'est un des apports majeurs. L'exemple de l'obsidienne est frappant. raconter. On a trouvé en Égypte, sur des sites très anciens, avant les pharaons, des outils en obsidienne. C'est une roche volcanique noire, très coupante. Eh bien, les analyses chimiques ont montré que cette obsidienne venait D'Éthiopie. d'Éthiopie. Mais c'est à des milliers de kilomètres. Exactement. Ça prouve qu'il y avait des réseaux d'échanges à très longue distance dès le 4e millénaire avant notre ère, bien plus tôt qu'on ne le pensait. C'est incroyable, une analyse chimique qui raconte une histoire de commerce vieille de 6000 ans. Et l'histoire du mot serré, c'est pas mal non plus. Ah oui, serré. Ce mot trouvé sur des poteries égyptiennes anciennes, les linguistes séchaient un peu. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Et la chimie a aidé. Oui, l'analyse des résidus microscopiques à l'intérieur des pots a montré qu'ils avaient contenu du fromage. Du fromage. Alors serré voulait dire fromage. Très probablement, oui. Le contexte matériel a éclairé le sens du mot. C'est un bel exemple de dialogue réussi entre disciplines. Bon, alors on a les récits, on a les objets, on sait de quoi ils sont faits. Mais le gros défi après, c'est de mettre tout ça dans le temps, la chronologie. Surtout pour la préhistoire, c'est temps immensément long. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Établir une chronologie fiable. Et c'est d'autant plus complexe que, comme le rappelle le livre, les sociétés africaines traditionnelles n'avaient pas toujours notre vision du temps. C'est-à-dire, Pas forcément cette ligne droite, linéaire, chiffrée. Leur temps était souvent plus cyclique, rythmé par les saisons, les récoltes, les générations, les règnes des chefs. les grands événements servaient de repères. Une famine, une éclipse. Voilà, parfois intégrés dans des mythes d'ailleurs. Mais pour nous, historiens, pour reconstruire sur la longue durée, on a besoin de dates absolues, de chiffres. Alors comment on fait pour dater la roche volcanique où a marché un lointain ancêtre Mhm. ou la cuisson d'une poterie? Heureusement, là aussi, les sciences nous donnent des outils, des méthodes de datation absolues. Le plus connu, c'est le carbone 14, le radiocarbone. Oui, celui-là on en entend souvent parler. Il mesure la désintégration d'un isotope radioactif du carbone dans tout ce qui est organique. Bois, charbon, os, coquillage. Très utile, Mais mais sa portée est limitée dans le temps. Disons 50 000 ans, 70 000 ans maximum dans les meilleurs cas. Et puis, il faut se rappeler qu'il date la mort de l'organisme. l'abattage de l'arbre, pas forcément le moment où on a utilisé la poutre faite avec ce bois. Exactement. Donc, pour remonter beaucoup plus loin, à l'époque des premiers hominides, Il faut autre chose. pour ces périodes qui se chiffrent en millions d'années, la méthode reine, c'est la datation potassium-argon, CAR. Potassium-argon, AR. Elle s'applique aux roches volcaniques. Elle mesure la transformation très lente du potassium radioactif en un gaz, l'argon, qui s'accumule dans la roche.
C'est cette méthode qui a permis de dater les sites d'Afrique de l'Est comme Olduvai en Tanzanie. Et ça a donné quoi? Ça a donné des âges incroyables, près de 2 millions d'années pour les niveaux avec les premiers Homo habilis, et même jusqu'à 4 millions d'années pour les couches volcaniques encore en dessous. Ça donne le vertige. Effectivement. Et pour les poteries alors, ce n'est ni organique ni volcanique. Ah, pour ça, on a une autre technique très utile, la thermoluminescence, la TL. Thermoluminescence. En gros, ça permet de dater le moment où une argile a été cuite. Quand on cuit une poterie, ça remet à zéro une sorte de compteur d'énergie que les minéraux de l'argile accumulent naturellement à cause de la radioactivité ambiante. D'accord. En laboratoire, on réchauffe l'échantillon de poterie, on mesure la lumière qui est émise, la thermoluminescence, qui correspond à l'énergie accumulée depuis la cuisson. Et hop, on calcule le temps écoulé. C'est génial, hein? On date directement l'action humaine, la fabrication. Voilà. Très précieux pour les céramiques, les terres cuites, les pierres chauffées dans des foyers. Donc toutes ces méthodes nous ramènent vraiment aux racines les plus profondes. Et les sources le confirment bien, hein. L'Afrique, c'est le point de départ, le berceau de l'humanité. Oui, les preuves convergent massivement dans ce sens. On a des sites comme celui du Fayoum en Égypte qui ont livré des fossiles de primates incroyablement variés, datant d'environ 30 millions d'années. 30 millions? Et on voit déjà, à cette époque, se dessiner les grandes lignées qui mèneront aux singes qu'on connaît. Et à la nôtre, celle des hominidés. Et ensuite, après cette période très très ancienne, c'est plutôt l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe qui deviennent les hotspots de notre évolution. Tout à fait. C'est là qu'on trouve les australopithèques il y a plusieurs millions d'années. Ils marchaient déjà debout, bipèdes, mais avec un cerveau encore assez petit. Il y en avait de différentes sortes d'ailleurs. Les graciles et les robustes, c'est ça? Oui, c'est un peu schématique, mais c'est l'idée. Et c'est aussi là, dans ce creuset est-africain surtout, qu'émergent les premières espèces de notre propre genre, Homo. D'abord Homo habilis, puis Homo erectus. Ce qui nous amène à la grande question. Qu'est-ce qui fait l'homme finalement? La bipédie, déjà là chez Lucie et ses cousins? Ou la taille du cerveau, qui augmente bien avec habilis. Ou alors c'est la fabrication d'outils, le seuil technologique? C'est un débat sans fin, un peu philosophique aussi. Mais c'est vrai que, d'un point de vue archéologique, on place souvent un marqueur important avec Homo habilis, il y a plus de 2 millions d'années. Pourquoi lui? Parce que c'est à ce moment-là qu'apparaissent les tout premiers outils en pierre, fabriqués de façon intentionnelle et répétée, ce qu'on appelle l'industrie oldowayenne. Oldowayenne. C'est simple comme outil. Très simple au début, oui. Des galets sur lesquels on a tapé pour obtenir un tranchant. Et les éclats bruts qui tombent qu'on utilise aussi. On les trouve sur des sites comme Olduvai ou Melka Contouré en Éthiopie. Et associé à quoi? Souvent à des ossements d'animaux, ce qui suggère des sites d'activité, peut-être des campements ou des endroits où on dépeçait les carcasses. C'est vraiment le début d'une longue histoire technologique. Et après ces tout premiers outils, la technique progresse, j'imagine. Oui, bien sûr. Avec Homo erectus qui apparaît vers 1,5 million d'années, on passe à une étape supérieure, l'achulien. L'achurien, qu'est-ce qui change? L'outillage devient plus standardisé. On voit apparaître des formes qu'on reconnaît, qui reviennent, comme les fameux bifaces. Ah oui, les bifaces en forme d'amande taillées sur les deux faces. C'est ça. Ou les hachures, avec un tranchant différent. Ce sont des outils plus élaborés. Et ces Homo erectus, c'étaient des chasseurs-cueilleurs nomades très efficaces, très adaptables. Ce sont eux les premiers à sortir d'Afrique d'ailleurs, hein. Oui, tout à fait. Ils ont eu un succès évolutif remarquable. Et c'est aussi à peu près à cette époque qu'arrive une invention ou une maîtrise révolutionnaire, Le feu. le feu. Oui, c'est une étape absolument clé. Quand exactement l'homme a-t-il maîtrisé le feu en Afrique? C'est encore débattu. Les premières traces de foyers bien contrôlés pourraient remonter à plusieurs centaines de milliers d'années, voire plus d'1 million sur certains sites. Et ça change tout, j'imagine. Ah mais complètement. La cuisson des alignons, la protection contre les prédateurs la nuit, la possibilité de travailler certains matériaux, le bois par exemple, et puis la vie sociale autour du foyer. Ça a dû profondément transformer les sociétés humaines. Et le développement technique continue, bien sûr. Plus près de nous, au Paléolithique loyen, le Middle Stone Age africain, Oui, on voit d'autres innovations importantes. Par exemple, des méthodes pour tailler la pierre plus complexe, comme la technique Levallois. le Valois. C'est quoi l'idée? C'est de préparer très soigneusement le bloc de pierre, le nucléus, avant d'en dépêcher des éclats. L'idée, c'est que la forme de l'éclat est déjà prévue, prédéterminée, par la préparation. Ça demande une capacité d'anticipation, une planification. C'est assez sophistiqué cognitivement. Et les outils eux-mêmes changent. Ils sont souvent plus petits, plus spécialisés. Et surtout, on est quasiment sûr qu'à cette époque, on commence à emmancher les outils. C'est-à-dire fixer des pointes en pierre sur des manches en bois. Oui, en bois, en os.
Pour faire des lances, des javelots, ça démultiplie l'efficacité. Et encore plus tard, au Paléolithique récent, le Late Stone Age. Alors là, une des grandes tendances, c'est la miniaturisation. C'est l'époque des microlithes, Microlithes, des toutes petites pierres. oui, de tout petits outils en pierre, souvent avec des formes géométriques très régulières. Des triangles, des trapèzes, des segments de cercle. Très standardisées. Et à quoi ça servait si petit? On ne les utilisait pas seuls, c'était des éléments qu'on assemblait sur un manche en bois ou en os, pour faire des points de flèche avec des barbelures, ou des tranchants de harpon, ou peut-être même des sortes de fossiles pour couper des herbes. Une technologie composite modulaire, en quelque sorte. Très ingénieux. Et j'imagine que toutes ces évolutions, elles ne se passent pas partout pareil en même temps sur ce continent immense. Il y a des différences régionales. Ah oui, de plus en plus. Une spécialisation régionale s'installe. Vivre dans la savane, dans la grande forêt équatoriale ou sur la côte, ça ne demande pas les mêmes stratégies, pas les mêmes outils. Les cultures se diversifient. Et c'est là que la linguistique peut nous aider à comprendre les mouvements de population. Exactement, c'est passionnant. Prenez les langues bantoues par exemple. Elles couvrent une aire géographique immense en Afrique subsaharienne. Oui, c'est vrai. Eh bien, leur relative homogénéité linguistique suggère qu'elles se sont répandues assez vite. Et il n'y a pas si longtemps que ça, à l'échelle préhistorique, quelques milliers d'années. Depuis une zone d'origine. Oui, un foyer qu'on situe souvent vers la frontière actuelle Cameroun-Nigeria. Et on pense que cette expansion spectaculaire des peuples parlant des langues bantoues est peut-être liée à leur maîtrise de l'agriculture et ou de la métallurgie du fer. Ça leur aurait donné un avantage certain. Le climat, la géographie ont donc joué un rôle énorme. On a parlé du Sahara qui n'était pas un désert. Oui, et ces changements climatiques ont été de puissants moteurs. Pendant les périodes humides, le Sahara était vert, plein de lacs, une faune de savane. La rupestre en témoigne. Puis, quand ça s'assèche, les populations doivent bouger, s'adapter. Ça ouvre ou ça ferme des routes migratoires. Il y a un autre facteur plus discret mais dont le livre souligne l'importance, la mouche tsetse. Ah, la tsetse. Oui, c'est un facteur écologique majeur. Cette mouche transmet la maladie du sommeil à l'homme, mais surtout une maladie mortelle pour le bétail, la nagala. Et elle est présente depuis quand? Depuis la préhistoire, dans une grande partie de l'Afrique intertropicale. Sa présence a rendu l'élevage du gros bétail, les vaches, les chevaux, très difficile, voire impossible dans ces immenses régions. Avec quelles conséquences? Mais des conséquences économiques énormes. Moins de lait, moins de viande, mais surtout pas de traction animale, ni pour labourer les champs, ni pour transporter des charges lourdes. Ça a forcément influencé les trajectoires de développement de nombreuses sociétés africaines. C'est une contrainte environnementale très forte. Parlons justement agriculture et métallurgie. On a souvent l'image d'innovation venue d'ailleurs. Mais l'Afrique a sa propre histoire. Et une histoire très riche, très complexe. Contrairement à ce qu'on a cru longtemps, l'agriculture en Afrique, ce n'est pas juste une copie de ce qui s'est passé au Proche-Orient. Il y a eu des foyers de domestication de plantes typiquement africaines. Et très tôt, Comme quoi, par exemple? le sorgho, le mil dans la zone du Sahel, le riz africain, différent du riz asiatique en Afrique de l'Ouest, l'igname dans les zones de forêt, le caféier en Éthiopie. Les origines sont multiples et on débat encore des détails. Et pour les métaux, le fer, le cuivre? C'est pareil, c'est complexe. En Égypte, on travaille le cuivre bien avant l'or, dès la préhistoire récente. Est-ce que la technique vient d'ailleurs ou est-ce local? On discute. Et plus au sud, la métallurgie du fer semble apparaître de manière indépendante. Sans passer par le bronze avant. Oui, notamment au Nigeria avec la culture Nok, vers le 5e siècle avant notre ère. C'est assez original par rapport à d'autres régions du monde. C'est vraiment fascinant de voir toute cette inventivité locale. Et il y a une autre fenêtre incroyable sur ces mondes disparus, l'art préhistorique. Le livre insiste là-dessus. Et il a raison. L'Afrique possède, et de loin, le plus grand conservatoire d'art préhistorique du monde. C'est absolument phénoménal. Le Sahara, bien sûr, avec des sites mythiques comme le Tassili Nadjer en Algérie, l'Enedi au Tchad. Des galeries d'art à ciel ouvert. C'est exactement ça. Mais il y en a aussi énormément en Afrique australe, Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe. Des dizaines, des centaines de milliers de gravures, de peintures sur les rochers. Des aperçus uniques sur le passé. Mais comment on lit ces images? Comment on les date, ces œuvres qui ont traversé les millénaires? C'est très difficile. Dater la rupestre directement, c'est un vrai casse-tête. Le carbone 14 ne marche pas bien sur les pigments minéraux. La patine des gravures, l'altération de la roche, ça varie énormément. Alors on fait comment? On travaille beaucoup avec des chronologies relatives. On regarde quelles figures se superposent aux autres. On étudie les styles. Et surtout, on regarde les aliments qui sont représentés.
Ah, la faune. Oui. Au Sahara, classiquement, on distingue une très vieille période dite bubaline, avec le grand buffle sauvage qui a disparu depuis. Puis une période bovidienne, où apparaissent les bœufs domestiques. Ensuite, la période cabaline, avec le cheval. Et enfin, la période cameline, avec le dromadaire, qui marque vraiment l'arrivée du désert actuel. Mais c'est un cadre général, il faut être prudent. Oui, très prudent. Ce sont des grandes phases, mais il y a plein de chevauchements, de variations d'une région à l'autre. C'est plus complexe que ça en a l'air. Mais au-delà de savoir de quand ça date, qu'est-ce que ça nous raconte, Saint-Jean? Ce ne sont pas juste de jolis dessins d'animaux. Ah, non, loin de là. C'est une archive visuelle incroyable. Une sorte d'écriture avant l'écriture qui documente plein d'aspects de la vie. Oui, il y a beaucoup d'animaux, souvent dessinés avec une précision incroyable, mais on voit aussi, Des scènes de chasse? oui, très détaillé, on voit les armes, les arcs, les lances, les lassos, on voit les techniques de pistage, les pièges, les chasses collectives. Et puis on voit le passage à l'élevage. Comment ça? On voit apparaître des troupeaux de bœufs, avec des robes différentes, parfois tenues en laisse. Et même, il y a des scènes de traite, comme à Taka des Toumatines, au Niger. C'est exceptionnel de voir ça, peint il y a peut-être 6000 ou 7000 ans. La vie quotidienne est là aussi, alors, hein? Absolument. Des scènes de cueillette, des dessins de campement, avec des huttes rondes. On devine des scènes de famille, peut-être des activités artisanales. Et beaucoup de personnages humains. Qui font quoi? Ils dansent, souvent avec des masques, ça évoque des rituels, des cérémonies. Ils sont parés de bijoux, de coiffures compliquées, de vêtements. Et parfois, on sent même une hiérarchie sociale. Ah oui? Comment? Il y a des personnages plus grands que les autres, plus richement habillés, qui semblent avoir un statut spécial. Comme à Itina N dans le Tassili, ou des groupes de guerriers bien organisés, avec leurs armes. C'est toute une société qui prend vie sur ces parois. C'est fou ce qu'une roche peut nous apprendre. Et l'origine de cet art. Est-ce qu'il y a des liens avec l'Égypte ancienne, par exemple, qui n'est pas si loin du Sahara oriental? C'est une question essentielle, et la réponse donnée dans le volume est surprenante. Elle bouscule pas mal d'idées reçues. C'est-à-dire? Eh bien, beaucoup de thèmes, de symboles qu'on associe à l'Égypte des pharaons, semblent en fait apparaître d'abord dans l'art du Sahara, bien avant qu'on les retrouve dans la vallée du Nil. Vraiment. Comme quoi, par exemple? Le bélier, avec un disque solaire entre les cornes. Le faucon, des bovidés associés au soleil. Tous ces symboles qui deviendront si importants dans la mythologie et l'art royal égyptien, on les trouve déjà, parfois des siècles avant, gravés ou peints sur les rochers du Sahara. Mais alors attendez, ça voudrait dire que l'influence serait allée du Sahara vers l'Égypte, et pas l'inverse comme on l'a toujours pensé. C'est exactement ce que suggèrent ces découvertes. Ça remet sérieusement en cause cette vieille idée d'une Égypte comme seule source de civilisation qui aurait tout donné à ses voisins. Le Sahara préhistorique apparaît plutôt comme un foyer d'innovation culturelle, symbolique, très important, qui a pu influencer la civilisation égyptienne naissante. C'est une perspective complètement nouvelle. Et les liens avec l'art d'Afrique australe, il y en a, semblent plus lointains. C'est un autre monde artistique, même si on retrouve des thèmes universels, comme la chasse, les animaux, les scènes de rituels, mais les styles sont très différents. Cette exploration, même rapide, de ce premier volume, c'est vraiment saisissant. Ça nous révèle une préhistoire africaine d'une richesse, d'une profondeur, d'une créativité qu'on imagine à peine. Oui, et ça montre aussi toute l'ingéniosité qu'il a fallu aux chercheurs pour faire parler des sources aussi diverses, parfois aussi fragmentaires. Croiser l'archéologie, la linguistique, l'oralité, les sciences de la datation, un travail de fourmi, mais pour constituer une fresque immense. Et surtout, ça ancre l'idée fondamentale qu'il faut raconter cette histoire depuis l'Afrique elle-même, avec des chercheurs africains au premier plan. C'était ça le but de l'UNESCO au fond. Oui, déconstruire ce vieux mythe d'une Afrique sans histoire, une Afrique immobile avant l'arrivée des autres. Ce qu'on voit, c'est tout l'inverse. Des millénaires d'innovation, d'adaptation constante à des environnements qui changent, d'échanges culturels à travers tout le continent, de développements sociaux complexes, venus de l'intérieur. Et la recherche continue, bien sûr. Bien sûr, on n'a fait qu'effleurer le sujet. Chaque nouvelle découverte affine notre regard sur ce passé incroyablement long et riche. Et quand on voit cette complexité sociale qui transparaît déjà dans l'art rupestre, cette sophistication technique très ancienne, ces agricultures originales, tout ça si loin dans le passé africain, ça interroge, non? Ça interroge forcément notre propre définition de ce qu'est la civilisation. Souvent, on la base sur des critères très spécifiques. L'écriture, les grandes constructions. De ces multiples chemins possibles.
C'est une excellente question pour finir. Une question qui mérite qu'on y réfléchisse longtemps.